Shalom Israël, Shalom Yashra. J'espère que les frères vous allez bien. Voilà, que le Très-Haut soit glorifié et qu'il vous bénisse. Moi, votre frère, je vais très bien. Bon, je vais ici apporter quelques informations, ok, qui pourront aider aussi les frères à consolider leurs croyances, mais surtout de façon académique et historique. Alright? Vous voyez, c'est très important, primordialement, que l'on vienne avec les Écritures et prouver des choses, mais il est aussi d'un grand intérêt si nous pouvons le faire avec des preuves scientifiques académiques. Donc, voilà, je vais apporter une petite information. Ça peut être une petite pour celui ou celle qui est déjà au courant de cette information, mais ça peut être aussi révélatrice pour quelqu'un qui n'a pas encore été au courant de cette information. Donc voilà, c'est important, c'est important. Bon, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. La dernière vidéo où je vous ai parlé, à titre de rappel, je vous ai parlé comment on appelle, le Slave Bible, la Bible des esclaves. Il était question que je lise aussi un article qui disait la même chose, mais ça m'a échappé. Donc, on va juste lire l'article et ensuite je vais vous partager l'information. Donc, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, l'État du Texas, ok, livre un grand secret des Juifs venus d'Afrique. Ok, non, je vais juste faire un petit rappel par rapport au sujet dernier. Donc, pendant l'esclavage, les Édomites, les ennemis, ont eu à imprimer des Bibles en abomination avec Apocalypse 21 qui dit, je paraphrase, que on ne devrait pas, en tout cas, retrancher ni ajouter des choses. Et ces Bibles avaient tout simplement pour objectif d'installer la peur et la condition du soumis, ok, au noir, physiquement, mentalement, spirituellement. Donc c'était en tout cas la seule intention qu'ils ont distribuée, c'est-à-dire non seulement ils ont appris à lire, et ensuite ils ont voulu christianiser de force en utilisant ces Bibles-là. Ok, donc comme vous pouvez voir, les Bibles distribuées aux esclaves étaient expurgées de certaines références. On dit, bon, ça c'est un article qui a été publié sur le site slat.fr, publié le 10 décembre 2018 à 16h10. Ok, donc ils disent une Bible de missionnaires anglais comportait que 10% de l'Ancien Testament. Ok, je vous ai montré les vidéos, même par rapport au musée, mais je lis juste l'article parce qu'il était question que je lise. On dit le musée de la Bible à Washington, un musée proche des évangélistes, abrite un document extrêmement rare, une Bible utilisée dans les années 1800 par des missionnaires britanniques pour convertir et évangéliser les esclaves importés aux États-Unis. L'ouvrage appartient à l'université de Fisk. On dit uniquement 3 copies de cette Bible sont connues dans le monde, dont une seule aux États-Unis. Ce qui les rend réellement uniques, c'est ce qu'elles contiennent environ 80% de l'Ancien Testament est manquant, ainsi que 20% du Nouveau Testament et 50% plutôt du Nouveau Testament, explique Anthony Schmidt, ok, l'un des conservateurs du
musée. C'est-à-dire sur les 1189 chapitres dans une Bible protestante standard, celle-ci n'en compte que 232. Ok? On dit, cette édition de la Bible a en fait été expurgée de tous les passages qui pouvaient inspirer la rébellion ou la libération. C'est pour cette raison que l'Ancien Testament, en grande partie consacré à l'exode des Juifs d'Égypte, où ils étaient réduits en esclavage, est quasiment absent de cette version. La Bible, bref, donc, la Bible est un livre complexe qui compile des écrits variés émanant de dizaines de mains différentes, rédigées sur plusieurs siècles. En coupant certains passages pour en privilégier d'autres, on peut donc lui faire porter des messages différents, voire opposés. Dans cette version réservée aux esclaves, le verset « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni plus esclave ni libre, plutôt il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates 3, 28 est exprimé. Donc, ils ont exprimé ça. Mais malgré le Galates 3, 28, on avait déjà expliqué ça, okay, dans plusieurs vidéos, ou dans une ou deux vidéos. Même dans une, on a déjà expliqué ça. Mais maintenant, ils ont enlevé Galates, ok. Mais, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur à Christ est conservé. C'est pour cela plusieurs des frères qui n'ont peut-être pas fait l'effort de recherche académique, scientifique, ils peuvent en tout cas venir comme ça pour juste dire oui, la Bible est un document esclavagiste. Non, ce n'est pas le cas. Il faut d'abord étudier. Bref, on avait déjà expliqué ces choses-là. Donc, il y a eu dans le passé des impressions des Bibles qui ont été faites exclusivement pour ce but-ci. Donc, on a déjà ramené des éléments académiques, historiques dans la vidéo qu'on a faite avant celle-ci. Donc, voilà. Bref, il dit, il y a plusieurs théories sur le contexte de la création de cette Bible. La principale est que les esclavagistes des Caraïbes s'opposaient à ce que des missionnaires puissent évangéliser les esclaves africains qui leur appartenaient. Cette Bible peut être interprétée comme une manière de dire « Nous voulons convertir ces Africains, mais nous n'allons pas leur apprendre quoi que ce soit qui puisse inciter une rébellion. » C'était ça le contexte. Ok? Donc, j'avais oublié de lire cet article. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous partager aujourd'hui? Je vais vous partager un secret. Bon, c'est pas forcément un secret puisque les informations sont là. Mais on va utiliser ce genre de terme, ok? C'est pas forcément un secret puisque c'est ouvert. Voilà, donc, un document très très important que l'État du Texas va nous livrer. Et ce document va encore consolider ou confirmer des choses que nous disons depuis des années. Ok? Non. Et dans ce que je faisais, j'étais en train de lire tout ça là tranquille. Voilà. Bon, maintenant, ce que vous allez faire. Vous avez juste besoin d'Internet. On peut faire ça ensemble. Ok? Donc, non. Plusieurs de mes frères vont dire que bon, les frères qui parlent, qui comprennent
les Hébreux comme les frères Dawad, les frères Yakan, ils peuvent vous expliquer ces choses-là, ok? Je suis pas profondément lettré et en mesure de venir vous parler du paléo, du yiddish ou des choses comme ça, voilà. Bref, donc, j'étais en train de vouloir comprendre quelque chose et j'ai tapé, comme vous pouvez voir, l'Achawan Kodash, qui est pour certains censé être une langue sainte, qui est beaucoup plus reculée que la forme actuelle de l'hébreu. Et en faisant ça, j'avais pas forcément trouvé quelque chose d'intéressant, mais sauf que en fait les informations quand vous les cherchez, je suis même parti sur le paléo pour essayer de faire des recherches. Ça va dépendre maintenant de comment est-ce que les moteurs de recherche écrivent ce que vous cherchez. Donc, des fois, vous êtes obligé de multiplier les orthographes pour essayer d'avoir plusieurs informations. Bon, par rapport à ça, vous trouverez plus d'informations si vous écrivez par exemple comme ceci, le chaîne Kojish ou quoi que ce soit. Et quand j'ai cliqué ici, là, c'est là que j'ai vu plusieurs informations. Et je suis allé sur cet article-ci, là. Ok? Voilà. Maintenant, c'est ça qui va m'intéresser. Et notamment, parce que ça va me ramener quelque part. Ok? Non. Vous voyez, on est en 1897. Donc, on est au 19e siècle à la fin. Donc, voilà. On dit un juif africain éduqué apporte de la confusion aux Américains. Ok? Now. Ça, si vous voyez, donc ça c'est un article dans un journal. Maintenant, l'article dit quoi? Ce qui est écrit là. On dit, un jeune Africain nègre. Un jeune Africain nègre ayant été dans la ville, je pense Texas ou Houston ou whatever, ok, dans la ville depuis quelques jours, dit être un hébreu. Il est sourd et muet, ok, mais il est très noir. Il est very dark, quand on dit il est très noir. Mais il dit que il est hébreu. Il est sourd et muet. Ok? Nous continuons la lecture. Il tient sur lui un calepin avec du papier. Ok? Et ne répond qu'aux questions qu'on lui pose en écrivant en hébreu. Il dit d'abord hébreu et le L'Achawan Kodash. Bon, là, on dit l'Ocean Kodesh. Very rapid. C'est-à-dire, quand on lui pose des questions, il est sourd et muet. Et il avait juste son calepin, ok, et le stylo. Donc, à chaque fois, il répond. Ok, maintenant, regardez ce qu'ils disent. Ils disent que le l'Achawan Kodash est une langue, c'est la langue des livres de Moïse. Donc il faut des études spéciales pour l'écrire. Et ils disent généralement, ce n'est que des rabbins qui sont hautement éduqués qui peuvent parler. C'est ce que l'article dit, c'est pas moi qui dis. Mais pourquoi
je choisis de vous présenter cet article, mais on vous dit que c'est un noir africain qui parle l'ancien hébreu, que d'autres vont dire, vont qualifier de syrien ou bref, et qu'il écrit. Il est sourd et muet. Nous continuons de lire l'article. Maintenant, à chaque fois il écrivait, les maîtres, regardez, mais c'est quoi, voilà. Et ça a sémé la curiosité. Et ensuite, ce qu'il écrivait est tombé entre les mains jusqu'à ce que quelqu'un a reconnu que ben, ça c'est l'ancien hébreu. Et maintenant, on a pris le jeune, on l'a emmené chez un rabbi. On dit, the Negro was sent, donc le noir Negro, il a été envoyé chez un des rabbis à Hartford qui a certifié, ce rabbi-là a certifié que ce petit nègre-là est un hébreu. Mais non, regardez ce que le petit nègre dit de lui-même. J'estime qu'il a écrit. Il dit qu'il est venu d'une grande ville en Afrique où il y a une tribu de plus de 20 000 Black Hebrew, des Hébreux noirs, qui parlent le Lashon Kodash et qui sont très prospères. Ça, c'est très important. Et quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, waouh! Et ce qu'il est en train de dire, c'est ce que, par exemple, ce document-ci de Babylone à Tombouctou va supporter. Ok? Les propos, c'est-à-dire la prospérité, langue, tout ça là, c'est ce que ce document va, en tout cas, supporter en termes d'évidence. Parce que, pour parler ce paléo-là, j'estime il fallait une certaine classe, une certaine éducation. Puisque avec les différentes captivités, le temps, les langues se perdent. Et vous allez peut-être remarquer, même dans les langues d'aujourd'hui, c'est juste une petite élite ou une petite minorité qui peuvent même parler vos langues. Mais vraiment, vraiment. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Il y a des gens qui parlent le Kikongo, par exemple. Au Congo, il y a deux types de Kikongo. Il y a ce qu'on appelle par le Kikongo de la ville et le Kikongo pur. Bon, maintenant, quand on va qualifier de Kikongo pur, même si vous allez dans un village, c'est pas forcément tous les gens qui habitent le village qui parlent pur. Mais vous allez peut-être retrouver peut-être une petite minorité, 2-3 personnes là, qui vont peut-être utiliser des mots plus anciens ou des expressions plus anciennes. Même, je pense que c'est une évidence dans toutes les langues. Mais non, le jeune africain dit, il dit que son père est un rabbin dans cette ville d'Afrique et que son père a pris la peine de l'enseigner à écrire ces langues-là qui nécessitent, ok, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Non seulement parce que le garçon est sourd et muet, enseigner des langues très difficiles à un sourd muet, ça prend énormément et extrêmement du temps et d'efforts. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ok? Maintenant, il dit que ces gens, c'est-à-dire son peuple qu'il a laissé en Afrique, non seulement parle cette langue, mais ils l'écrivent aussi très bien. Il dit que ça fait bientôt quelques années qu'il a quitté
qu'il a été pris, bref, ok? Maintenant, il dit à chaque fois qu'il rencontre des gens qui comprennent soi-disant, moi j'estime que ce sont les rabbins ou les édomites qui contrôlaient un peu les, euh, les, euh, les marchés d'esclaves. Donc, mais le fait que peut-être qu'ils pouvaient écrire, ils avaient, ils le traitaient bien, ok? On lui donnait des vêtements, de l'argent et de la nourriture. Maintenant, il dit, ce qui le surprenait, il écrit que les gens qui avaient de l'estime, j'estime les rabbins là, ok, n'avaient aucune idée, puisque si eux aussi se disaient juifs, ils n'avaient aucune idée que c'est-à-dire ses compatriotes étaient en Afrique. C'est ce que lui, il écrit, et ça le surprenait. Il dit, what surprises him, he writes, that is that no Hebrews. Il dit, mais les gens que vous me ramenez là, ils disent qu'ils sont hébreux. Ils peuvent écrire, je peux peut-être comprendre. Mais comment ça se fait? Ils savent pas que leurs compatriotes sont en Afrique. Comment ça se fait? Non. Ça, c'est juste un article que j'ai trouvé sur Internet. Maintenant, l'article dit ici que ça a été posté le 20 septembre à Houston Daily Post. Je pense que c'est un journal. Ok? Maintenant, je vais cliquer là-bas pour voir si réellement cette évidence-ci vient forcément du département ou de la région ou de l'État du Texas. Maintenant, je clique sur le lien. Et effectivement, ça me ramène, ok, au site historique de l'État du Texas. Comme vous pouvez voir, c'est le portail de l'histoire du Texas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les faits sont historiques, avérés. Et c'est ce journal-ci. Donc, le site historique de l'État de Texas va conserver, en tout cas, plusieurs documents qui font partie de son histoire. C'est ce document-ci, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est un journal de 10 pages. Vous voyez, l'article est là. Voilà. Negro who can write Hebrew. Un nègre qui peut écrire l'hébreu. On dit, il est sourd et muet et vient d'une ville africaine. On est en 1897. Et ce petit sourd et muet, il dit que, mais je peux voir les gens là, ils peuvent, mais ce que je comprends pas, comment ça se fait, ils savent pas, moi je viens de l'Afrique, mais comment ça se fait, ils savent pas que il y a des frères qui sont là-bas. Et il dit qu'il est venu d'une ville prospère. Non. Hold on. Je vais vous montrer. Maintenant, je prends d'abord, pas les lettres de Pilate, je prends par exemple de Babylone à Tombouctou. Ok? Maintenant, ça c'est quelle page déjà? 91. Page 91. Comme vous pouvez voir. Ok? Maintenant, vous voyez
Là, je pense que c'était là où on parlait des... c'est quoi le chapitre déjà? Je pense... ok. C'est le chapitre les juifs noirs de l'Empire du Ghana. Ok? Voilà. Je vais pas tout lire, mais je vais juste lire un détail qui va supporter ce que nous disons ou ce que le petit sourd et muet dit. Il dit ici... Bon, bref, on dit déjà... Ok, ils disent il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'émergence de l'hégémonie et du leadership des Juifs noirs sur les populations indigènes ou sur les tribus indigènes d'Afrique. Donc, ça veut dire quoi? Même si ces Juifs-là sont noirs, il y a eu, en tout cas, quand ils sont venus là, ils ont vu des tribus indigènes. Et les tribus indigènes là, principalement, ce sont les Hamites. Ok? Nous allons continuer. La réponse est simple. Les Juifs venus de l'ouest du Soudan par le nord et la partie est de l'Afrique est le résultat d'une chaîne commerciale ou des migrations pour des raisons de persécution. Ces Juifs se sont installés parmi les plus civilisés des peuples à travers les âges. Ils ont adopté de nouvelles méthodes des peuples chez qui ils ont habité, laissant aussi leur matériel, leur éducation, laissant aussi leur empreinte matérielle, éducationnelle et morale chez les peuples chez qui ils ont résidé. Pour plusieurs siècles, les Hébreux, ok, ont eu à déployer des grands efforts physiques et psychologiques. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'être complaisants ou apathiques. Ils étaient détestés par les indigènes. Ok? Maintenant, on dit ici, les Juifs ont importé dans la partie occidentale, donc Afrique de l'Ouest, de la partie occidentale, ok, une culture matérielle, éducationnelle et morale supérieure juste après 300 AD. Ok? Maintenant, ils disent ici, et que cette supériorité éducationnelle, matérielle, culturelle n'a jamais été copiée ou dupliquée ou dépassée jusqu'à l'ascendance de Mansa Moussa du Mali en 1312 AD. Donc, en gros, ils nous font savoir ici que depuis 300 AD jusqu'à 1300, ok, les Juifs noirs dominaient en termes peut-être d'éducation, les valeurs morales, ok, ils ont dominé sur les populations locales pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'il y a eu l'émergence de Mansa Moussa, que plusieurs personnes aussi disent que, mais en réalité, il reste un hébreu israélite. I don't know, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Il peut être hamite, comme il peut être hébreu, moi je ne sais pas. Bref, maintenant ils disent ceci, puisque le sourd-muet dit qu'il venait d'une ville très prospère. Ils disent ici, les Juifs noirs
avaient un avantage sur les tribus africaines. Ils avaient apporté leur culture, leur histoire, leurs lois et les écrits avec eux. Vous comprenez? Bref, à cause du temps, ils disent, ils prirent toutes sortes d'opportunités. Ils étaient très industriels et compétents comme étant des gens. Chez les Juifs, chez les États juifs du Ghana, on y trouvait des rois, des princes, des gouverneurs, des généraux, des secrétaires, des trésoriers, des agents des revenus, des juges, des architectes, des ingénieurs, des docteurs, des historiens, des interprètes de langage, des mathématiciens, des bijoutiers, des sculpteurs, des maçons, des charpentiers, des peintres en art, les gens les maroquiniers, les gens qui font de la maroquinerie, ok, les potiers, ok, les agriculteurs, etc. Il y avait chez les Hébreux, les rois hébreux noirs du Ghana, 2 titres. Le titre de Kayamanga, qui veut dire maître de l'or, et le titre de Ghana, chef de guerre. Et quand vous lisez bien ce document, il vous explique ce que le sourd-muet est en train de dire. Un document que l'État du Texas a bien conservé, qui est dans ses archives. Et c'est même ce que pense Pilate quand il est devenu administrateur romain, là, a reconnu que les Juifs, il y en avait plusieurs qui avaient fui la persécution en Afrique. Et dans sa conversation, comme vous pouvez voir, ok, c'est ce livre-là, les lettres de Ponce Pilate, ok, écrites durant son gouvernorat de Judée à son ami Sénéca à Rome. Ok, donc comme on dit, réunion avec ses prédécesseurs. Regardez. Il dit, bon, il voulait trouver des solutions administratives, comment est-ce qu'il fallait régler les taxes, tout ça là. Il dit, mais comment ça se fait, je dois payer plus juste au début de mon mandat ou de mon terme, voilà. Et un de ses prédécesseurs lui dit, mais emprunte de l'argent chez les Juifs et augmente leurs taxes de sorte que ça te permette de rembourser. Et maintenant, il dit, je vais informer la communauté de ce que j'ai l'intention de faire. Tout simplement parce que je ne peux pas leur imposer ces choses-là, parce que j'ai de l'admiration pour leur race. Ça, c'est 2 Édomites qui parlent, qui veulent augmenter les taxes. Vous allez comprendre pourquoi ils vont augmenter les taxes. Il dit, je les admire, ces gens-là. Je ne peux pas juste leur imposer comme ça, mais par admiration de leur race. Maintenant, si eux-mêmes se disaient juifs, ils n'allaient pas utiliser ce genre de terme. J'ai de l'admiration pour... Si eux, ils faisaient partie du même peuple, ils n'allaient pas utiliser ce genre de langage. Ceci déjà vous prouve que Pilate, qui est en train d'avoir une conversation avec un autre de ses frères, ne se voyait pas de la même nation ou de la même descendance que ceux des Juifs sur qui il voulait augmenter les taxes.
Parce qu'il dit il a de l'admiration pour leur race. Et à cause de ça, qu'il a l'intention d'augmenter, de mettre une taxe de 10%. Pourquoi pas, dit Valerius. Valerius dit à Pilate, mais moi-même, j'ai appliqué la même méthode. Maintenant, il lui dit, mais dans les 6 prochains mois, tu dois restaurer cette taxe et dans les prochains 12 mois à venir, tu la remets. Et il dit, je dois faire de tout mon mieux à encourager les Juifs qui viennent à Jérusalem de l'Asie, de l'Afrique, au temps des festivals, des fêtes, et spécialement de la Pâque. Donc, il vous confirme que les Juifs venaient de l'Asie et de l'Afrique. C'est exactement, si vous lisez, ok? Je vais juste prendre un précepte pour confirmer cela. Mais c'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. 11:11. C'est pour cela que vous allez même remarquer que soit l'eunuque éthiopien là, ok, qui a quitté chez lui pour venir à Jérusalem. Pour faire quoi? Regardez, Ésaïe 11:11. Il arrivera en ce jour-là. Le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, ce qui subsistera au pays d'Assyrie et de l'Égypte, de Patros, d'Éthiopie, de l'Inde, de Shinéar, de Hamath et dans les îles de la mer. Ok? Je prends peut-être une autre version pour voir comment c'est traduit, pour que vous compreniez que ces Juifs-là sont dispersés partout. Ok, regardez ici. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé où? En Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élan et à Shinéar. C'est ce que Pilate dit. Vous allez avoir l'Afrique, Éthiopie, tout ça là, l'Égypte, vous allez avoir l'Asie, Babylone, tout ça là. Vous partez dans les pays comme l'Irak, Iran. C'est parce qu'on vous montre pas ça à la télé. Vous voyez des frères qui sont comme nous, comme ça. Parce que peut-être aujourd'hui, ils ont été islamisés. Mais quand vous voyez que non, 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 ça c'est... Mais faites les recherches. Voilà. Ça c'est... Le Très-Haut s'est encore glorifié. J'espère que ça a été édifiant pour une personne. C'est tout. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons. Voilà, on peut aller dans la Bible. D'ailleurs, on peut rester dans la Bible et tout prouver. Mais des fois, il faut, de temps en temps, aller ailleurs pour prouver des choses. Un noir qui parle hébreu, le paléo, ok, et aussi qui vous dit aux autres, mais vous êtes des Hébreux, comment est-ce que vous n'êtes même pas au courant que vos frères sont en Afrique? Il dit, je viens d'une ville en Afrique, on est très prospère. Faites les recherches, même quand il y a, au niveau du Bénin, là, essayez de faire les recherches, vous allez voir des informations. Ok? Donc, le Père, c'est encore glorifier les frères. Je dis un grand shalom.